Voilà, donc bonjour à tous. Je vais tenter de vous présenter là où nous en sommes de l'expérience vécue et du retour d'expérience suite à l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice et comment la pédopsychiatrie s'est engagée, est intervenue et a essayé de traiter ce vaste problème et cet afflux massif de personnes. Alors, pour commencer, voilà, je voudrais vous présenter cette première image, qui est un dessin d'un jeune petit garçon de 5 ans. Je le trouve particulièrement expressif. C'est un dessin qui est exposé actuellement à Strasbourg, pour ceux qui souhaitent aller voir cette exposition, qui est une exposition qui est réalisée par l'Union européenne et en lien avec des dessinateurs, dont Anki Bilal, enfin bon, quelque chose de vraiment très engagé par rapport à la relation de l'enfant au psychotraumatisme et aux faits de guerre. Ce petit garçon, on voit bien l'immense solitude dans laquelle il se trouve à ce moment-là, et le clivage, il est tout seul, au milieu de l'immense foule, tout seul, tout noir, avec le feu d'artifice au-dessus de lui. Donc là, c'est une phrase de Ferenczi qui est extrêmement réputée. Je l'ai juste mise parce que je crois qu'il faut bien rappeler, et je le rappelais hier, il y avait une organisation à Paris pour le centenaire des pupilles de la Nation avec une grande foule de pupilles de la Nation depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux victimes des attentats terroristes. Et bien sûr, on a beaucoup discuté de cette question, l'oubli, la mémoire individuelle, la mémoire collective, qui doit être à l'œuvre pour aider à continuer par rapport à l'ensemble de ces victimes et à ce qui s'est passé. On pourra en discuter par la suite, c'est vraiment pas peut-être le sujet d'aujourd'hui. Enfin, il faut savoir quand même que ce qui s'est passé à Nice nous a tous surpris. C'était un jour de fête, le 14 juillet. Et depuis ce jour-là, il nous a conduit à énormément réfléchir, à lire beaucoup et à essayer de comprendre ce qui s'était passé, à la fois pour nous, pour les victimes, mais aussi, d'une certaine façon, pour ceux qui nous ont attaqués. Donc je crois que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un état des lieux et un état de réflexion par rapport à ce que nous avons vécu. C'est quelque chose qui va questionner énormément la psychiatrie, la pédopsychiatrie, encore et à venir, malheureusement. Il n'y a aussi pas que les problématiques de catastrophes et de crises humanitaires liées à des attentats, mais il y a aussi les problématiques liées, on l'a vu, aux ouragans récemment, au risque de séisme, et une société qui se montre de plus en plus violente envers les personnes. Donc bien sûr, je crois que les deux grands principes qui, de façon implicite, depuis le soir du 14 juillet jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas, en ce qui concerne les équipes de pédopsychiatrie, nous ont mus d'une certaine façon vers ces missions. C'est vraiment cette idée qu'il fallait réhumaniser quelque chose dans un chaos absolument invraisemblable face auquel nous étions confrontés. Et surtout, c'est ce sentiment vraiment que les personnes avaient perdu une certaine forme de leur identité. C'était d'autant plus marquant, pour en discuter, pour les personnes qui étaient d'origine maghrébine et qui venaient nous voir, qui étaient dans cette confusion extrême, puisqu'ils ne reconnaissaient pas eux-mêmes, face à l'agresseur, le monstre qui les avait attaqués. Donc nous avons tenté, la première chose, c'est ce que nous sommes dit, c'est qu'il fallait quand même restaurer quelque chose de la continuité de l'intime et de l'histoire de chaque personne. Non, ça, je vais passer. Ça aussi, je pense que vous le savez. La pédopsychiatrie, c'est pas pour rien si elle s'est engagée ici à Nice. C'est quand même une discipline qui est confrontée historiquement et de fait de sa patientèle en permanence au psychotraumatisme. Nous recevons beaucoup d'enfants qui ont été maltraités. Donc ce que nous avons tenté de porter et ce que nous continuons à essayer de porter, puisque nous avons pu obtenir des moyens, vous le verrez, pour pouvoir construire un centre d'évaluation du psychotraumatisme, pédiatrique du psychotraumatisme, c'est donner d'une certaine façon une valeur et une légitimité
Et une filiation, alors c'est pas pour rien que j'ai employé ces mots, à la parole et à la souffrance de l'enfant dans de tels contextes. Donner une valeur, ça en rapport à la reconnaissance des victimes, puisqu'il y a un enjeu qui est très important pour l'État, qui est celui effectivement du financement du préjudice. Donc il y a une valeur. Quelle peut être la valeur d'un deuil pour l'enfant? Ça, je ne sais pas aujourd'hui comment il est évalué. C'est une question très très délicate. La légitimité. Est-ce que la parole d'un enfant est légitime? Est-ce que ce qu'il va dire de ce qu'il a vécu, de sa souffrance, on dit la résilience chez l'enfant est plus importante que celle de l'adulte, c'est faux, on va le voir. Et la filiation pour tous ces enfants qui ont perdu leurs parents, qui sont endeuillés. Sont-ils les enfants de la République, les pupilles de la nation, comme on l'a vu hier, ça a été discuté? Sont-ils les enfants de leur oncle, de leur tante? Comment vont-ils se réinsérer à nouveau dans la société, pouvoir construire leur histoire à partir de cet événement? Donc je pense aussi que vraiment ça c'est une question qui s'est fait jour assez rapidement par la suite, c'est-à-dire dans nos sociétés civilisées, ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que finalement la parole de l'enfant reste quand même d'une certaine façon ce que j'appelle dans des positions contre-oedipiennes. La position contre-oedipienne c'est très simple, c'est-à-dire l'enfant ça ne vaut pas grand-chose, ça va passer tout seul. Alors je l'ai entendu, mais dans tous les milieux, dans toutes les différences politiques. Les enfants avant le langage ne sont pas atteints, donc on a dû lutter pour que des choses comme ça soient entendues. Un attentat aussi, c'est comme les autres psychotraumatismes. Finalement, c'est pas plus dramatique d'avoir subi un attentat qu'un séisme. De toute façon, le psychotraumatisme, c'est d'abord le viol. J'ai entendu des choses comme ça. Bon. Et chez l'enfant, ça va passer tout seul. Bon, alors tout ça, c'est des idées valises, mais il faut savoir qu'elles existent dans tous les milieux, y compris aussi chez un certain nombre de victimes, ce qui pose quand même des problèmes, puisque on voit aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 15 mois de l'événement, et nous avons encore des nouveaux cas qui viennent nous rencontrer, avec bien sûr l'effet de latence du psychotrauma, mais aussi quelque chose, quelque part, d'une honte, d'une culpabilité, d'une impossibilité à venir vers nous pour être reconnu en tant que victime. Et cette idée que ça pourrait passer tout seul, en partant en vacances, etc. Alors les principes généraux chez l'enfant, bon, on sait qu'on a fait de grands progrès dans la reconnaissance du trouble de stress post-traumatique et d'effets psychiques dans les crises humanitaires, surtout depuis le séisme en Arménie en 89. Mais il reste quand même 3 grands défis organisationnels qui sont bien reconnus. Le premier défi, je dirais, c'est arriver encore aujourd'hui, en ce qui concerne les enfants et les adolescents, à reconnaître dans les situations de crise et d'urgence les enfants qui vont être le plus à risque et qui devront par la suite être suivis sur un plus long terme. Il en découle le deuxième grand défi, qui aujourd'hui, à mon point de vue, n'est pas du tout encore reconnu et qui nécessite beaucoup de travail, c'est la prise en compte de la temporalité sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a une vraie organisation, en tous les cas en France et aussi dans les autres pays européens, en ce qui concerne l'urgence des crises humanitaires, mais l'organisation des soins sur la prise en compte sur le long terme n'est absolument pas organisée. Nous n'avons pas chez l'enfant de données suffisantes pour savoir comment nous allons organiser ces soins et ce que nous pouvons proposer de façon efficiente pour traiter ces enfants. Et puis, il y a un troisième défi, c'est le maintien de soins qualifiés pour un plus grand nombre. C'est vraiment un très grand souci aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on n'est pas du tout habitué en psychiatrie à avoir un afflux comme ça de population générale et leur proposer des soins spécifiques et de bonne qualité. On n'est pas du tout encore à la possibilité de proposer de la médecine personnalisée. On voit le gap dans lequel nous sommes et les choses vont aller très très vite. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir et des travaux rapides à mener, scientifiques, pour savoir quelle est la bonne adéquation des soins à la demande. Les grandes notions scientifiques, je pense que vous devez les connaître, mais enfin je les rappelle parce qu'elles sont quand même très parlantes en ce qui concerne les problématiques d'attentat. Il y a 3 grands points, je crois, que l'on doit souligner. Le premier point, c'est que, eh bien,
le développement de troubles de stress post-traumatique est beaucoup plus important après une attaque terroriste qu'après un autre type de traumatisme de masse. Ça passe de 15 à 28%, je vais vous montrer la courbe. Tout de suite d'ailleurs, elle est très parlante. La voici, si vous connaissez cette étude, hein. C'est une méta-analyse qui a été publiée en 2013. Et on voit, alors là c'est vraiment flagrant, hein, la différence, le gap qu'il y a entre le développement de troubles de stress post-traumatique après un trauma de masse non intentionnel, hein, type ouragan, et un trauma de masse intentionnel, type attentat, c'est-à-dire avec le désir de meurtre derrière. Donc, une deuxième notion qui est très importante et qui ressort très nettement des premières études qui sortent sur le 11 septembre aux États-Unis, c'est que plus l'enfant est jeune et plus le risque de développement de troubles de stress post-traumatique est élevé. On passe à 38% chez les enfants de moins de 5 ans. Et là, je vous dis, quel que soit le type de crise humanitaire dans lequel se trouve l'enfant. Et puis aujourd'hui, en psychiatrie de l'enfant, ce qui est très ennuyeux et très grave et qui rejoint la problématique de ce défi pour lequel nous n'avons pas de réponse aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de données à long terme connues dans ce contexte. Alors, pour passer à ce qui s'est passé ici à Nice, malheureusement, c'est la première fois que je le présente à Nice, en fait. C'est assez étonnant. Donc, je dois dire que finalement, je me sens plus émue que ce que j'avais prévu. Je l'ai présenté un peu partout en France, à l'étranger, dans des congrès européens, mais pas sur le site de la ville et pas à 500 mètres de l'événement. Donc, de fait, on voit comment... ça sera pour parler aussi des professionnels de santé qu'il ne faut surtout pas oublier dans ce contexte-là. Donc, les 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'un grand nombre d'enfants, d'adolescents et de leurs familles ont été attaqués ce jour-là. Sûrement plus de 3000, mais le nombre exact est très très difficile à quantifier. Il y avait des personnes qui étaient sur les balcons, il y avait des personnes qui étaient sur les plages, il y avait des personnes qui étaient encore dans la ville, il y a eu un grand mouvement de foule. Enfin, il faut donc réaliser que c'était un événement qui a... vous êtes à Nice depuis quelques jours, vous avez vu comment Nice est constituée sur le plan géographique, il y a cette grande promenade, hein, et donc toutes les personnes étaient à cet endroit-là. Hein, c'était vraiment très étonnant, il y avait un monde absolument incroyable, je vais vous le montrer d'ailleurs. Alors, la flèche... Voilà. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, le contexte... Donc, ce qui était aussi très particulier, c'était que c'était ce jour de fête populaire et que nous avons tous été surpris qu'il y avait aussi cette portée symbolique de la fête nationale. C'était une fête populaire gratuite aussi, où on venait, donc toutes les collines niçoises sont descendues avec le tramway, et aussi un grand nombre de populations très défavorisées qui avaient pu venir à cette fête populaire. 18 nationalités étaient présentes aussi, hein, il y avait beaucoup de touristes. Donc pour vous situer, enfin, vous avez vu la promenade, donc l'hôpital, le CHU Lanval dans lequel je travaille, se situe exactement au début de l'attaque. C'est-à-dire que pour que vous puissiez voir ce qui a pu se produire, le visualiser, mon bureau se trouve juste en face de la première victime. C'est-à-dire quand je suis rentrée dans mon bureau le 15 juillet au matin, il y avait encore les traces de la première victime juste devant ma fenêtre. Donc il a croisé et il a fait cette course de folle de 2 km. Et donc les premières victimes sont arrivées avant même que nous sachions ce qui se passait au service des urgences. Ils ont été accueillis d'ailleurs par des infirmières pédiatriques qui n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait et qui ont même pensé... La première victime était une victime qui était plutôt psychotraumatisée. Et les infirmières ont pensé qu'elle était dans un état délirant. Elle racontait n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, on était côté rue de France, voilà, et avenue de la Californie, et le drame se passait juste en face, mais les gens étaient au travail, ne savaient pas ce qui s'était produit. Donc c'était assez étonnant. Hein. On a été vraiment dans une situation très paradoxale. Voilà, ça, le contexte de la promenade, vous l'avez vu. Donc ça, ici, voilà ce que ça pouvait représenter le soir du 14 juillet. Donc c'était vraiment une foule dense, immense, qui a été attaquée. Le contexte, vous le connaissez, il y a eu 86 blessés, dont 10 enfants, et 200 enfants
ont eu un traumatisme physique, donc un grand nombre a été hospitalisé au sein de l'hôpital pédiatrique et ont été vus dans les conditions de psychiatrie de liaison. Il y a eu 8 blocs de chirurgie dans la première nuit. 6 patients étaient hospitalisés en réanimation pédiatrique et 10 adolescents en pédopsychiatrie. Donc il y avait le plan blanc et puis ensuite la CUM pédiatrique qui a été mise en place. Donc pour résumer le contexte, c'était une attaque très violente qui a laissé la population pédiatrique très vulnérable, bien sûr, avec un effet très important sur la santé publique de la ville de Nice et aussi, ça je tiens à le préciser, sur le lien social de sa population et de ses alentours. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les 48 premières heures après l'attaque ? Bon, pour reprendre les guidelines en population pédiatrique, ce que l'on sait aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas de guidelines en France, il y a des guidelines américains, il y a des guidelines britanniques, il y a des guidelines australiens, mais aucun ne se focus de façon plus particulière sur les attaques terroristes. Donc on sait très très peu de choses. On sait aujourd'hui qu'il y a le jeu répétitif, surtout chez l'enfant qui n'a pas de langage. Il y a des troubles du sommeil, des régressions motrices, de l'agressivité et l'apparition de nouvelles peurs. Donc on voit que c'est assez succinct au niveau symptomatique. Donc là encore une image d'un ce qu'on appelle le fameux jeu répétitif, parce que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Bien, le jeu répétitif, c'est le jeu d'un enfant de 4 ans, de 3 ans, qui va, de façon très étonnante, rentrer dans la salle de consultation, prendre les petits personnages et effectivement mettre cette famille par terre, une famille décédée, morte, mais sans mots. Hein, sans mots. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce jeu, ça moi c'est une clinique que je n'avais pas rencontrée jusqu'alors, va être répété à chaque consultation pendant des mois et des mois. Je vais vous en donner la preuve. Voilà, nous sommes en septembre 2017. Hein, c'est un petit garçon que je continue à suivre. Sa maman extrêmement en difficulté. Elle a été hospitalisée en clinique psychiatrique suite à des envahissements perceptifs de troubles de stress post-traumatique très importants. Et la seule chose qui a pu avancer, c'est que maintenant, il prend systématiquement, dès qu'il arrive, le petit jouet Playmobil qui représente le camion de pompiers. Et maintenant, il y a quand même des secours qui viennent pour essayer d'aider cette famille qui est à terre. On n'est pas encore sorti complètement des difficultés de cet enfant qui présente un vrai arrêt de son développement cognitif. C'est très étonnant de voir cette clinique. Ce que nous avons observé en tant que praticiens, nous, de terrain, qui n'est pas décrit de façon régulière dans la littérature scientifique et qui mérite d'être approfondi. Hein. Donc ça, c'est simplement de la clinique, d'observation clinique. C'est les reviviscences d'odeurs viscérales qui étaient très importantes chez les petits, des reviviscences auditives, l'impression aussi d'être en permanence dans le mouvement de foule. Hein. Ça a duré un temps assez long pour un certain nombre d'enfants. Et puis, bien sûr, ça c'est décrit quand même, la réactivité à certains bruits, des bruits persistants, et c'est quelque chose qu'on voit dans les consultations, c'est-à-dire que l'enfant, moi, mon bureau donne sur la promenade des Anglais. Les enfants viennent, dès qu'ils entendent le bruit d'une sirène ou le bruit d'un camion, ils sursautent. Et même encore aujourd'hui, hein, il faut bien se dire que ce sont des troubles qui sont fixés et qui vont être présents dans la durée de façon très importante. Alors ça pour dire aussi que, voilà, on a une espèce de clinique qui mérite d'être étudiée et qu'à ce jour, par exemple, nous ne sommes pas dans la possibilité de mettre en place des études très rapides au moment d'urgence pour évaluer ce qui se passe pour les populations. Donc là, on a un champ de travail absolument immense à mettre en place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons créé tout de suite, alors ça c'était prévu dans le plan blanc de l'hôpital, 2 espaces dédiés spécifiquement aux enfants. Donc, aux urgences pédiatriques, il y a une première étude, et puis une première équipe, et puis un espace de consultation distinct des urgences pédiatriques, qui était, nous avons récupéré tout le rez-de-chaussée des consultations somatiques de pédiatrie. Et donc, on a créé un espace spécifique pour les enfants avec une salle d'attente. Nous avons immédiatement mis en place, accueillante, avec des jouets, des boissons.
tout ce qui pouvait, des couches culottes, des chaussettes même, enfin c'était quelque chose qui a mobilisé immédiatement tous les cadres de l'hôpital pour mettre en place cet accueil très spécifique, et les traducteurs disponibles puisqu'il y avait beaucoup de nationalités. Donc voilà, c'était un petit peu le plan de cette fameuse CUM pédiatrique qui s'est mis en place tout de suite dès la première nuit. Donc, vous voyez, l'hôpital a mis à notre disposition 4 bureaux de consultation et une très grande salle d'attente qui faisait premier office de sas de sécurité et où était présent souvent une infirmière, un cadre de santé qui venait voir les personnes, parce que parfois il y avait un délai d'attente qui était assez long. Vous allez voir le nombre de populations que nous avons pu recevoir dans ces premiers jours. Donc ça, voilà un petit peu l'organisation résumée des deux journées succédant à la première nuit après le plan blanc, donc, où on a mis en place 2 équipes qui se sont relayées et qui ont tenté de mettre en place une coordination le plus rapidement possible avec les autres hôpitaux, avec les CUM de psychiatrie adulte. Ça a été un énorme travail. On n'était pas vraiment préparé à ça. On a été sur le pont 24 heures sur 24 pendant une quinzaine de jours, je dirais. Voilà. Donc ici, vous avez la distribution selon l'âge des personnes qui ont été reçues du 15 au 16 juillet. Alors pourquoi du 15 au 16 ? De toute façon, c'était minuit, mais les premières personnes entre l'heure de l'attaque et le 15 juillet, il faut dire les choses comme elles sont, nous n'avons pas pu les comptabiliser. C'est-à-dire nous n'avons pas, là au niveau de l'informatique, on a été complètement débordés, donc nous ne sommes pas capables de dire de façon précise aujourd'hui combien de personnes et pour quelles raisons ils sont venus dans la première nuit. Donc on voit que le pic, c'est plus particulièrement des enfants entre 6 et 12 ans, et ça ne dément pas. C'est-à-dire qu'à ce jour, nous continuons à avoir principalement une population de cette tranche d'âge et aussi beaucoup de petits, et de plus en plus d'ailleurs d'enfants de moins de 6 ans. Alors les principales difficultés, alors c'est ce que je énonçais tout à l'heure, c'est nous n'avions pas de personnel dédié à la logistique informatique. Donc le premier comptage des victimes ne s'est pas fait, le fichier hors sang, l'accès au fichier hors sang n'était pas opérationnel sur le site de l'hôpital. Et aussi ce qui a été, je pense, une grande difficulté, c'est l'absence d'un département de justice dans la nuit pour aider les survivants, notamment par exemple les survivants à retrouver une partie de leur famille. On a été confronté à beaucoup de personnes qui sont venues avec des photographies, qui cherchaient partout leurs enfants, leurs femmes, leurs frères, leurs sœurs. Alors là, on était vraiment quand même, je peux vous le dire aujourd'hui, très dépourvus pour répondre à ces personnes-là. C'était un exercice extrêmement difficile. Alors donc, nous avons été de fait dans cette nuit confrontés à des pratiques très inhabituelles. Donc aider ces survivants à retrouver les personnes disparues. Nous avons fait comme nous pouvions, on téléphonait partout, on essayait de les rassurer. Dans les liens avec la réanimation, avec les services de chirurgie et même de radiologie, puisqu'il y a eu un décès sur la table de radio à Lanval, il fallait préparer ces familles à des annonces. Et comme ça, dans l'aigu. Parfois, dans cette fameuse salle d'accueil, on n'avait même pas un bureau encore à disposition, puisque d'autres collègues recevaient les patients dans les bureaux. Et puis, on a été aussi conduit dès la première nuit à recevoir des professionnels de santé de l'hôpital pédiatrique qui présentaient déjà des traumatismes vicariants, personnels de santé qui ont été revus par la suite. Je vais vous en parler un petit peu. Je ne pourrai pas parler de tout, il y aura des questions. Par la suite, à partir du 16 juillet, donc Marisol Touraine est venue, je crois, le 16 juillet au matin à l'hôpital pédiatrique et on a été reconnus en tant que CUM pédiatrique. Parce qu'au départ, finalement, nous, on s'est mis au travail, l'ensemble de la pédopsychiatrie, sans savoir vraiment exactement dans quel cadre nous étions. Nous n'étions pas dans le cadre légal de la CUM. Nous étions dans le cadre d'un hôpital pédiatrique qui mettait à la disposition de la population générale ses compétences de pédopsychiatrie. Donc la CUM pédiatrique a ouvert de façon officielle le 16 juillet et elle a fermé le 28 juillet 2016. Alors, nous avons proposé des consultations pour toutes les personnes qui souhaitaient venir dans cet hôpital pédiatrique et qui se trouvaient en situation de détresse.
Alors, il faut aussi savoir pour les personnes qui ne sont pas de Nice que cet hôpital pédiatrique est un hôpital qui est connu par la population niçoise, qui a une historicité, qui est implanté depuis très longtemps dans l'imaginaire collectif. Et donc, c'est là qu'on amène les enfants. Hein, voilà. Et donc, beaucoup de personnes sont venues de façon spontanée dans ces 15 jours. Les patients, les enfants et aussi tous les apparentés. On pouvait recevoir des familles avec les cousins, les cousines, enfin toutes les personnes qui étaient présentes sur le lieu du drame. Et bien sûr, les enfants qui étaient hospitalisés, tout le travail de psychiatrie de liaison qui a été énorme dans ce temps-là. Et le personnel hospitalier. Il y a un très gros travail avec le personnel hospitalier de l'hôpital. Donc on a ouvert de 9h du matin à minuit. On n'a pu faire que 2 équipes, hein. Ça n'a pas été possible d'en faire 3, ce qui a conduit quand même à un épuisement des soignants. Hein. Donc moi, je pointe ça aussi, hein, si des choses comme ça se reproduisent, de bien penser que les gens vont être très vite épuisés. Normalement, les CUM, c'est 48 heures. Nous, on a été confrontés à une situation, on a dû rester beaucoup plus longtemps que 48 heures. Hein. Alors, on a mis en place une coordination avec un pédopsychiatre, c'était moi, et un cadre de santé. Donc, on a travaillé à 2 au quotidien pour tenter de rapidement mettre en place tous les liens et toute la coordination de ce dispositif. Alors, les consultations, dans la mesure du possible, des consultations de ce type-là, nous avons tenté de les faire d'abord avec la famille pour préserver l'enfant des témoignages très violents des parents, hein, parce que dans les 48 premières heures et même dans les 15 premiers jours, et je dirais même aujourd'hui malheureusement, hein, les gens, les parents persistent à raconter de façon très réelle ce qu'ils ont vécu. Hein. Il y a vraiment l'effet du psychotraumatisme qui est très présent et effectivement entendre encore ce témoignage pour l'enfant et surtout pour l'enfant très jeune, hein, ça rajoute du traumatisme au traumatisme. Dans la mesure du possible, on a essayé d'éviter cela. Ça n'a pas toujours été possible. Hein. Donc on a donné des informations les plus claires possibles sur ce que pouvait être un trouble de stress post-traumatique, de façon à alerter les familles et qu'ils puissent revenir consulter par la suite si besoin. Et tous les numéros des téléphones des centres médico-psychologiques étaient venus. Donc on a pris des directions thérapeutiques très rapides. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque rotation, donc, il y avait un pédopsychiatre qui était présent et toute l'équipe multidisciplinaire se réunissait, mais de façon rapide, pour essayer de donner des indications thérapeutiques claires et généralement assez larges, c'est-à-dire essayer quels sont les symptômes qui vont évoquer l'idée que cet enfant-là va avoir besoin de soins à plus long terme. Est-ce que cette famille est plus impactée qu'une autre? Donc est-ce qu'il y a déjà des jeux de répétitifs? Voilà. Est-ce qu'on doit voir l'enfant à 2? Est-ce qu'on doit voir l'enfant tout seul? Voilà, des choses très très simples, mais qui étaient quand même importantes à ce moment-là dans la prévention de ce qui va se passer par la suite. Et dans la mesure du possible, ça n'a pas toujours été le cas, nous avons tenté de faire des consultations en binôme, parce que ce sont des consultations très longues et très sollicitantes pour les soignants. Donc c'est l'ensemble des secteurs de pédopsychiatrie des Alpes-Maritimes qui a été mobilisé pour cet événement, c'est-à-dire que tous les pédopsychiatres, y compris aussi des collègues de psychiatrie adulte, sont venus spontanément pour nous aider de la région. Et puis, ce n'est qu'à partir du 20 juillet que nous avons commencé à obtenir des renforts des CUMP nationales, donc 4 CUMP nationales, Toulouse, Strasbourg, Paris, et il me manque la 4e, je crois que c'est Lyon, hein, qui est venu pour nous soutenir. Donc les principales missions du coordinateur, alors on s'est débrouillé comme on pouvait. En fait, c'est des missions que nous avons mis en place de façon comme ça implicite, hein, sans les réfléchir auparavant. Maintenant, je peux vous dire un petit peu, avec le recul, quelles peuvent être les missions d'un coordinateur dans une telle situation. La première, c'était de mettre en place les liens avec les autres CUMP, et surtout les CUMP de psychiatrie adulte. Ce qui n'a pas été aussi simple que ça au départ, il ne faut pas le dire, mais enfin je le dis quand même. Mais ça s'est bien passé ensuite. On a eu vraiment un travail très intéressant avec les psychiatres d'adultes. L'Agence régionale de santé, tous les jours, au quotidien, qui a été quand même très présente.
l'organisation locale de la justice pour les victimes, qui s'est mise en place aussi très vite, et qui était un maillon majeur, puisqu'on pouvait adresser immédiatement les personnes vers ces organisations. Les associations de victimes qui ont été très vite présentes, alors certaines de façon un peu plus tardive, mais enfin, qui sont venues très très vite pour aider les personnes. L'administration de l'hôpital, tous les jours et en permanence. Bon, c'est un séminaire de directeurs d'hôpitaux. Les directeurs d'hôpitaux ont un rôle majeur dans ces moments-là, à la fois pour assurer les équipes, maintenir leur établissement, parce que des établissements de petite taille, confrontés tout d'un coup à une horreur pareille, peuvent chavirer très rapidement. Donc là, il y a vraiment un énorme travail à réaliser. Les médias, parce qu'on a été submergés par les journalistes. Et donc, on s'est partagé le travail. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de journalistes à ce moment-là, pas tous, mais que nous avons pensé aussi que c'était important de transmettre quelque chose de ce qui se passait ce jour-là, dans ces jours-là au niveau national. Et les représentants de l'État, le préfet, les ministères qui sont venus à notre aide, mais avec qui aussi il faut savoir communiquer. Ça s'apprend. Moi, je dirais que j'ai appris à communiquer aussi avec eux à ce moment-là. Puis il manque quelque chose aussi, qui est voilà, quelque chose qui se dit peut-être pas sur une diapositive, qui est le problème aussi du charlatanisme. Il y a eu des collègues CUMP qui ont passé des journées entières devant la porte de la CUMP pour éviter de laisser rentrer des charlatans de tous ordres, qui proposaient des thérapies dans n'importe quel sens, avec bien sûr de la vénalité derrière, du business, pour des victimes qui sont dans une situation de vulnérabilité extrême et qui peuvent se laisser faire. Ça, c'est une réalité de terrain qui a été vécue. Alors, c'est notamment les CUM parisiennes qui ont fait ce travail et qui m'en ont parlé après par la suite et qui étaient très ennuyées parce que ces personnes-là rentraient dans l'hôpital. Ils venaient pour récupérer la patientèle. Donc, les principales missions, c'est prendre soin de ces équipes. Ça, c'est vraiment important. On le fait toujours en psychiatrie. Ça fait partie de notre travail quotidien. Nous prenons un grand soin de nos équipes, on passe beaucoup de temps en synthèse, à élaborer le contre-transfert par rapport à nos patients. Mais là, il faut vraiment plus que prendre soin. C'est une vraie aide qu'il faut leur proposer. Et dans les suites, bien entendu, il ne faut pas oublier les supervisions des équipes pour pouvoir élaborer tout ce qui s'est passé si on veut pouvoir continuer à travailler. La participation quotidienne aux points cliniques, et être capable de prendre rapidement des décisions logistiques, cliniques et administratives. Les résultats, je vais vous montrer quand même les résultats. Rapidement, il y avait 227 soignants qui ont été mobilisés pendant ces 15 jours. Sur 227 soignants, il y a eu 55 psychologues et 51 psychiatres d'enfants et d'adolescents, des secrétaires, des infirmières, des cadres de santé et des assistantes sociales. Ici, ce qu'on voit, c'est que, moi je pense qu'il faut quand même en tirer quelque chose, c'est que la première semaine a été une semaine d'afflux de population absolument gigantesque, avec à peu près 77 personnes par jour, 51 consultants par jour sur les 15 premiers jours, et donc avec un pic à partir du 18 juillet, c'est-à-dire le lundi, mardi dans la semaine, où là vraiment on a été complètement débordé par des centaines de personnes. On a vu des enfants, mais aussi des parents. 712 personnes ont été reçues. Des professionnels de santé, 10 professionnels de santé. Ici, on voit la courbe selon l'âge des enfants. Donc, on retrouve la courbe précédente de la première nuit. On la retrouve encore aujourd'hui. Des débriefings. Donc, nous avons organisé pour 81 soignants 7 groupes de débriefing. Là aussi, c'est ce que je déconseille. C'est-à-dire, nous avons fait des débriefings en une seule journée jusqu'à minuit, où on a vu toutes les équipes de l'hôpital pédiatrique. C'est harassant comme travail. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement productif. Donc, il faut repenser aussi en amont les débriefings pour les personnels de santé dans ces cas-là. Les enfants hospitalisés, il y a eu 50 enfants hospitalisés en consultation. Oui, j'ai vu 2 minutes, mais juste je dis ça quand même. 25 passages aux urgences et 9 enfants hospitalisés en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour des épisodes psychotiques brefs. Donc la patientèle aussi psychiatrique habituelle a été impactée de façon très très lourde par ce qui s'est passé.
Voilà, donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons ouvert depuis le 1er janvier le centre d'évaluation pédiatrique du psychotraumatisme. Pour faire très vite, je vais juste montrer la courbe, et on pourra en parler après, de l'ARS. Donc ça, c'est juste les jeunes enfants. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes enfants. On est à une file active de 193 enfants de moins de 6 ans. Ici, c'est la courbe donc, qui m'a été transmise par l'ARS. Il y a la psychiatrie adulte en rouge et la psychiatrie de l'enfant en bleu. Et on voit donc que finalement, les nouvelles consultations restent stables, hein, à ce jour encore, de demande de soins pour un trouble de stress post-traumatique. À la suite, hein, c'est uniquement donc, les consultants dans la suite de l'événement du 14 juillet. Ça, c'est la trousse d'intervention pédiatrique que nous avons mis en place, spécifique. Et il y a des missions de recherche puisque nous avons déposé auprès du CGI une demande de recherche pour l'ensemble de la cohorte de ces enfants, en comptant pouvoir inclure 3000 enfants avec comme objectif principal de caractériser les facteurs psychosociaux de risque et d'évolution sur le long terme pour l'ensemble de cette population pédiatrique. Ça, c'est tous nos partenaires et les porteurs de l'étude. Mais je termine juste pour conclure. Eh bien, il y a beaucoup de progrès à faire encore, y compris dans notre pays. Les Européens sont d'accord. Nous venons juste de débuter un groupe de travail européen. Hein. On a eu des premières réunions. Le constat est à peu près le même dans les autres pays. Il y a de grandes différences. Ce qu'il y a de très particulier en France, c'est qu'il y a les CUMP, hein, qui n'existent pas ailleurs. Mais eux aussi ont des organisations d'urgence qui sont assez similaires. Beaucoup de questions restent avec des interrogations très importantes. Il faut former des équipes multidisciplinaires. Hein. Je crois que ça, c'est vraiment... je ne sais pas si on est aux confins de la psychiatrie. En tous les cas, nous sommes sollicités sur ce terrain-là. Ce sont des gens qui sont en souffrance, en blessure psychique. C'est reconnu aujourd'hui comme étant un vrai trouble psychiatrique. Donc, je crois qu'une de nos missions, c'est d'aider toutes ces personnes. Et bien sûr, ça passe par le soutien et la promotion de recherche transdisciplinaire et sur le long terme pour ces problématiques. Voilà, je vous remercie.